Je m'appelle Christophe Cassou et je suis directeur de recherche au CNRS et climatologue. Bonjour Christophe Cassou, merci d'avoir accepté de nous rencontrer dans ce si bel endroit qu'est l'Observatoire de Paris. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de votre domaine d'activité et quelle est votre journée type dans votre métier? Alors la journée type, elle est chargée. Alors généralement, je passe une partie de ma journée à faire de la recherche, ma propre recherche, donc qui porte sur la variabilité climatique, donc c'est les fluctuations climatiques, aux échelles de temps saisonnières à décennales, ça veut dire d'une saison sur l'autre ou d'une décennie à l'autre. Depuis 2 ou 3 ans, en tant qu'auteur d'un rapport du GIEC, une grande partie de mon temps a été dédiée donc à l'écriture du rapport du GIEC. Et le travail ou la mission d'un auteur du GIEC, c'est de prendre toute la littérature scientifique qui porte sur une problématique et de faire une évaluation de cette littérature scientifique pour en dégager ce qui est saillant, ce qui est commun, ce qui est divergent, et ensuite donc de partager ça avec les autres auteurs du GIEC et d'en déterminer une conclusion et un niveau de confiance sur ces conclusions-là. Également, donc depuis peu, une partie de mes journées sont dédiées à la médiation scientifique, donc au partage des connaissances avec des journalistes, avec vous, pour essayer donc de mettre les enjeux climatiques au centre des questions sociétales, parce qu'en fait, ces enjeux climatiques, c'est des enjeux de démocratie, c'est des enjeux de société. Est-ce qu'il y a un déclencheur qui a fait que vous avez choisi cette spécialité, par exemple une lecture ou une rencontre? Je suis tombé dans la marmite du climat, on va dire, ou plutôt la marmite de la météo, dès mon adolescence ou dès mon enfance. J'ai toujours été fasciné par les tempêtes, les nuages, les orages, voilà, tout ce qui était atmosphérique, tous les phénomènes atmosphériques. Dès 9 ans, je faisais des relevés météo. Mes cadeaux de Noël, c'était des instruments. Comment vous faisiez des relevés météo à 9 ans? Alors j'avais acheté un bouquin dans lequel était expliqué comment on pouvait construire un abri météo. Et mon grand-père m'avait construit un abri météo en bois, selon les normes de l'Organisation mondiale de la météorologie qui étaient inscrites dans ce bouquin. J'étais très strict à cette époque-là. Il fallait que ça soit de telle hauteur, à 1,50 m. Voilà. Tout était... Et j'étais aussi très pénible avec mes parents et mes grands-parents. Parce que quand je partais en vacances ou quand j'étais pas là, ils avaient la mission surtout de faire les relevés météo à la bonne heure pour pas qu'il y ait de rupture dans la série de mesures que j'avais. Vous avez plus de 17 000 abonnés sur Twitter, donc on voit que vous êtes quand même assez investi dans ce que vous faites. Justement, pourquoi c'est important pour vous d'amener votre activité sur ce secteur-là, sur ce réseau social précisément? Je pense qu'on est à un moment où il faut absolument mettre les enjeux climatiques au centre de tous les débats, parce qu'on est à un tournant, on vit une rupture géologique, dans le sens où les températures qu'on vit aujourd'hui n'ont jamais été aussi hautes que... Moi j'appelle ça un voyage sans retour, parce qu'on ne pourra pas revenir en arrière, et un territoire inconnu pour l'espèce humaine. Et bon, les réseaux sociaux sont des outils qui peuvent être horribles, qui peuvent être très délétères, qui peuvent être très mal utilisés, mais dans la ligne éditoriale que j'ai adoptée, j'essaye de transmettre les connaissances scientifiques, les plus récentes, et d'y mettre un petit peu aussi d'humain, un petit peu d'émotion, un petit peu de partager mon émerveillement pour certains phénomènes. Au-delà des climatologues, des journalistes, des météorologues, est-ce que vous voulez aussi vraiment avoir une audience plus large et toucher des personnes qui ne sont pas du tout dans ces domaines-là, des personnes comme nous en fait? Oui, bien sûr. Oui. Le but, c'est vraiment d'élargir au plus, parce que tout le monde n'a pas l'impression d'être touché par le changement climatique, alors que chaque individu aujourd'hui en France est touché de manière directe ou indirecte par le changement climatique. Donc l'idée, c'est vraiment d'insérer ces enjeux dans les imaginaires futurs, dans la société future qui demain ne sera pas celle d'hier, parce que c'est pas possible, de par les contraintes géophysiques, de continuer le fonctionnement de la société. Donc voilà, cette idée, c'est de partager ces connaissances-là pour que chacun se les approprie et réalise que les enjeux sont partout. Les enjeux climatiques sont dans le quotidien maintenant de chaque citoyen.
Et justement, comment vous faites pour vulgariser une discipline qui est à l'origine difficile et peu concrète, comme vous le disiez, pour la plupart d'entre nous? C'est quoi finalement la méthode Christophe Cassou pour toucher un plus large public? Je sais pas, je pense pas qu'il y ait de méthode Christophe Cassou. Je pense qu'il y a des fondamentaux. Je fais la différence entre vulgarisation et médiation scientifique. Vulgarisation, c'est voilà, je vous transmets un savoir de la manière la plus simple et la plus audible possible. La médiation scientifique, je vous transmets le savoir et dans l'espoir d'en faire quelque chose et avec des objets de médiation. Et les objets de médiation sont essentiels pour la communication et pour le partage des savoirs. Un cours théorique sur Twitter n'a pas de sens. D'y mettre un peu d'humain, d'y mettre un peu d'émotion, parce qu'il y a souvent cette image du scientifique qui est voilà, avec sa blouse blanche, très inaccessible, qui donne son savoir, et puis voilà. Il y a de nombreuses études qui ont montré que ça ne suffit pas. Et sans passer par l'émotion, sans passer par le partage et la mise en commun de quelque chose entre le vulgarisateur ou le médiateur et puis et le public, ça ne marche pas. Donc vous voyez votre rôle plus loin que celui d'un simple scientifique finalement? Moi je pense en tant que chercheur, on a vraiment ce rôle-là et cette mission-là de transmettre les savoirs pour la construction d'une société. Quelle est votre réaction quand vous voyez, moi je l'appelle l'inaction, mais en tout cas l'inaction politique qui est véritable aujourd'hui, quand vous avez dédié votre vie à cette cause-là, et puis au-delà de votre travail, quoi, c'est votre vie entière. Comment on réagit à cette inaction-là et quand on voit qu'à chaque rapport, à chaque fois qu'on fait des travaux, ça s'empire et ça s'empire et ça s'empire? Il y a des moments un peu durs, on se dit un petit peu à quoi ça sert, des moments où on se remet en question, on va même très 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 loin. Dans notre communauté, on discute entre nous sur le fait de dire à quoi sert un rapport du GIEC, à quoi sert un 6e rapport du GIEC, à quoi va servir un 7e rapport du GIEC. Ce qui me fait garder mon énergie, mon espoir, c'est que j'ai l'impression que la conscience sur ces enjeux climatiques grandit vraiment rapidement, et en particulier chez vous. La jeunesse en laquelle j'ai vraiment beaucoup d'espoir et qui pour moi me recharger une batterie. Chaque fois que je vais je parle à des étudiants, des lycéens, voilà. Moi ça me donne cet espoir-là. Avec aussi l'idée que si on regarde il y a à peu près 10-15 ans, même si, comme vous dites, il y a beaucoup d'inaction, il y a quand même des choses qui ont été faites. On n'est plus sur des trajectoires de réchauffement climatique qui sont de l'ordre de 5-6 degrés. On est plutôt sur des trajectoires un peu plus basses. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave. Hein. Donc il y a quand même eu une prise de conscience qui fait qu'on a décroché de ces scénarios-là. Et donc il faut continuer. Il faut continuer pour essayer donc, de limiter le réchauffement climatique au niveau le plus bas. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à une personne qui doute de la véracité du rapport du GIEC ou tout simplement aux climato-sceptiques? Le doute est sain. Il faut arriver à lever ce doute-là, et à mon avis, lever ce doute par le simple partage d'un résultat, en disant l'homme est responsable du changement climatique, ne suffit pas. Même en donnant, comme je vous ai dit, tous les indicateurs, voilà, ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut une montée en connaissance donc, sur la méthode scientifique. Quelle est la démarche scientifique qui conduit à une conclusion? Et je pense que ce qui est important, face à ces deux réactions, d'expliquer la démarche. Avant, on pouvait dire qu'on ne croyait pas au réchauffement climatique. Et puis après, les travaux des scientifiques, on ne peut pas dire que c'est faux. Enfin, c'est quelque chose c'est la réalité. Peut-être qu'aujourd'hui, ça se retrouve plus sous une forme de non, on fait ce qu'il faut, changer le type de boîte à kebab, c'est bon, on a réglé le problème du changement climatique. Est-ce que vous avez un peu cette impression-là que la climato-sceptie, elle s'est transformée aujourd'hui pour... Alors j'ai l'impression que le climato-scepticisme a changé de visage. Le nouveau climato-scepticisme aujourd'hui, c'est celui qui promeut l'inaction. La première, ça serait de rejeter la responsabilité sur l'autre.
L'argument classique qu'on entend aujourd'hui, par exemple en France, c'est les émissions françaises, l'émission de la France, les émissions territoriales, correspondent à 1% des émissions mondiales. Donc si nous on fait quelque chose, enfin, nous on est des bons élèves chaque pays peut revendiquer à peu près le même chiffre et puis masque totalement la responsabilité historique que l'on a eue dans le réchauffement climatique, dans la mesure où c'est le cumul de CO2 dans l'atmosphère qui compte pour le réchauffement actuel et les émissions d'aujourd'hui et de demain qui vont compter pour le réchauffement futur. Notre forme de climato-scepticisme, c'est d'avoir une foi un petit peu aveugle en la technologie. La technologie nous sauvera. Le génie humain nous sauvera. Une autre forme aussi, qui est l'autre extrême, c'est un peu la collapsologie, qui dit que tout est foutu, que c'est trop tard, qu'on ne va pas y arriver. Donc ça participe de manière un peu contre-intuitive à l'inaction aussi. C'est, bon voilà, on attend. Et je dirais la quatrième, c'est peut-être de se dire, bon, ben, tout ça c'est très compliqué. Ça remet en cause des fondamentaux comme la liberté, la démocratie. Donc pour moi, alors je ne sais pas si on peut l'appeler climato-scepticisme, mais en tout cas, il y a tous ces réflexes-là qui se mettent en place pour ne rien changer et attendre. Et ce qui, au regard des enjeux, est extrêmement dangereux. Qu'est-ce que vous auriez à dire à la jeune génération, à nous aujourd'hui qui sommes devant vous? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ne perdez pas espoir. Discutez, dialoguez, échangez. Si vous avez des moments de déprime, de dépression même, comme on peut avoir aussi en tant que climatologue, ne pas rester seul. Ça peut paraître un peu tarte à la crème ce que je dis, mais c'est pas vrai. Parce que on vit quand même une époque qui est anxiogène et je pense de discuter, d'être ensemble pour créer ce futur dans lequel vous allez vous épanouir de la manière la plus belle possible, quoi. Et celle qui correspond aussi à vos valeurs. Et puis par vos actions, comme vous allez arriver, vous allez influencer le cours de la société, quoi, le chemin que la société va prendre. Donc parlez-vous, soyez unis et alignez vos actions avec vos valeurs. Bonjour, je m'appelle Étienne Gis et je vous parle au nom de l'Académie des sciences, qui organise ces petites vidéos que vous êtes en train de suivre sur les conversations sur le climat. Quand j'étais enfant, la science qui me passionnait, c'était l'astronomie. C'était pour moi magique de voir les Américains qui marchaient sur la Lune. Aujourd'hui, si j'avais 15 ans, c'est sûr, ce qui me passionnerait, ce serait la science du climat. Car il y a toutes sortes de sciences. Il y a de la physique, de la chimie, de la biologie, des mathématiques, tout y est. Et je trouve que la possibilité de mélanger toutes ces sciences aujourd'hui, pour des jeunes, pour leurs professeurs, c'est une opportunité extraordinaire. Je suis entouré ici par ces portraits de tous ces gens qui m'impressionnent beaucoup. Je vois le marquis de Laplace, je vois Lalande, je vois tous ces grands astronomes du passé. Tout ça est passionnant, mais la passion d'aujourd'hui, je crois, c'est la science du climat qui offre toutes les possibilités à des jeunes et à leurs professeurs. Donc j'espère, je suis sûr, que les jeunes d'aujourd'hui peuvent se passionner pour cette science qui est un peu compliquée parce qu'il s'agit de comprendre ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans. C'est tout à fait passionnant.